Les artistes ne présentent pas des vérités, ils posent des questions. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans le hall de la maison. On va parler de cette exposition qui s'appelle C'est pas la fin du monde. Elle est disponible jusqu'au 19 juillet. 19 juillet inclus, c'est le dernier jour, c'est un samedi. Avant de commencer, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vous voit déjà? On peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Oui, ce sera très sympathique. Ce sera plus simple. C'est pas la fin du monde. On va revenir donc sur cette expo. Avant tout, cette question, c'est quoi pour toi la fin du monde? C'est quoi ta définition de la fin du monde? Ce que je pense toujours avec ce titre, parce qu'on revient souvent avec ces questions-là, c'est que pour moi, la fin d'un monde, c'est le début d'un autre. C'est comme la fin d'un chapitre, c'est comme dans une trilogie, on arrive à la fin du premier bouquin, il y en a un autre après, puis un autre, et en fait, c'est toujours l'éternel recommencement. Ouais. C'est pas la fin du monde, c'est le nom donc de cette expo. Comment toi tu as travaillé, comment tu as trouvé ce nom, comment il est venu le nom de cette expo, c'est pas la fin du monde? Alors, il faut savoir que pour cette exposition-ci, je travaille pas tout seul. Je travaille avec Sylvie Zavata, qui est la directrice du FRAC de Bourgogne-Franche-Comté. Et alors, avec la collection du FRAC de Besançon, ça se trouve à Besançon exactement, on a construit ensemble cette exposition parce qu'il faut savoir que ce FRAC a plus de 900 pièces et donc il a fallu choisir des œuvres avec une cohérence au travers de ces 900 pièces. Et moi je ne pouvais pas non plus arriver et avoir étudié le catalogue paf, comme ça, donc on travaille vraiment en collaboration et d'ailleurs on co-signe tous les deux le commissariat de cette exposition. Oui, parce que toi tu es commissaire d'exposition et sur cette exposition tu es donc co-commissaire d'exposition. Je partage le travail. Quand on coordine une exposition avec un autre commissaire ou une autre commissaire, l'objectif c'est d'avoir une double vision un petit peu d'une exposition, d'avoir deux pattes qu'on peut retrouver vraiment au sein d'une expo. C'est plutôt d'avoir les connaissances de l'un et de l'autre pour former quelque chose de cohérent et d'unique. Parce qu'effectivement, moi je ne connaissais pas très bien la collection, j'avais vraiment besoin du travail, de la connaissance de Madame Zavata, mais Madame Zavata ne connaissait pas le lieu. Parce que pour bien réussir un commissariat d'exposition, il faut mettre des œuvres en dialogue dans un lieu, dans un espace. Et celui-ci est un peu particulier. Ouais. C'est pas facile à gérer. Moi, je le connais sur le bout des doigts parce que ça fait 8 ans, presque 9 que je fais des expos ici. Et donc, voilà, on a assemblé nos connaissances pour pouvoir faire fonctionner la chose. C'est pas la fin du monde. Le nom de cette expo, est-ce que c'est une note d'espoir ou est-ce que c'est au contraire un petit peu de la provocation aussi? C'est les deux. C'est les deux parce que de mon point de vue, et je pense de celui de Madame Zavata aussi, il y a une note d'espoir parce que cette exposition rassemble une quinzaine d'artistes qui ont chacun un point de vue particulier sur cette thématique-là. Même s'il y a une œuvre d'un artiste italien là-bas au-dessus dont j'ai oublié le nom, on va revenir dessus, qui justement est un peu provocateur parce que son œuvre c'est une barre électronique avec c'est un décompteur à 5 milliards d'années et il prévoit l'explosion du soleil et donc quelque part c'est un peu de la provocation, c'est un peu drôle, c'est un peu et en même temps il y a des points de vue d'artistes qui sont qui interrogent, qui poussent à se questionner un petit peu et c'est peut-être que là qu'arrive la provocation, c'est-à-dire qu'à un moment donné… une mise en garde aussi un petit peu peut-être à certains moments. Mais je pense pas, non, pas une mise en garde, parce qu'une mise en garde ça veut dire que l'artiste détient la vérité et les artistes ne présentent pas des vérités, ils posent des questions. Ils arrivent avec un assemblage de choses qui font que nous aussi on se pose des questions là devant. Mais en mélangeant tous les points de vue, on se fait finalement soi-même sa propre opinion. Tu parlais d'un artiste italien qui fait partie de cette expo, il fait partie des 15 artistes qui sont dans cette exposition. On peut retrouver des artistes du monde entier. Oui, ils sont essentiellement européens parce que c'est vrai qu'il y a un Américain. Mais il y a des Hollandais, il y a des Belges, il y a des Italiens, il y a des Français. Voilà, c'est en même temps à l'image de la collection du FRAC de Besançon parce que la collection est très internationale. Alors on a parlé du titre, c'est pas la fin du monde. Est-ce qu'il y a un fil rouge aussi qu'on peut retrouver finalement tout au long de cette expo? C'est l'écologie.
C'est vraiment parce qu'on a voulu lier cette idée de fin du monde et de communauté à l'écologie, parce qu'il y a plusieurs œuvres qui se basent en fait sur un discours écologique, et toutes les œuvres finalement ont ce point de vue comme ça qui se croise à des moments ou à d'autres au travers l'écologie comme étant une possibilité de renouveau. Une expo qui évoque aussi des crises sociales. C'était des thématiques très fortes. Est-ce que quand on met en place une exposition comme celle-là, avec ces thématiques-là, on réfléchit très sérieusement à ne pas trop prendre de risques non plus, à comment on va aborder certains sujets? Prendre des risques, non, parce que moi j'ai un point de vue sur le commissariat d'Expo qui est finalement assez humble. Moi, je vois un petit peu le commissaire d'Expo comme un DJ. C'est-à-dire qu'il prend des morceaux, des musiques, il pose des questions, il fait une ambiance, et alors ça plaît, ça déplaît, mais, ou ça plaît pas. Mais ce qui est important, c'est que les questions sont posées et que les gens se mettent vraiment face à ce questionnement. Et il n'y a aucun risque là-dedans. On ne peut jamais vraiment mal faire, surtout si on s'appuie sur des artistes qui ont une carrière internationale comme ceux qui sont présentés ici. Ouais, créer un questionnement collectif finalement à travers une exposition. Ce questionnement collectif, comment l'art en général peut participer à ce questionnement collectif? En tout cas au travers l'art contemporain, c'est son rôle principal. C'est un peu sa fonction première. Il y a une métaphore aussi qu'on peut retrouver, c'est ça aussi peut-être l'objectif de l'art. À partir de certaines métaphores, créer des questionnements. Il y a une métaphore très intéressante dans cette exposition, c'est autour de la forêt. J'aimerais bien qu'on aille justement devant cette œuvre qui évoque la forêt comme métaphore autour d'une thématique importante. Oui, il s'agit du film Millénial de June Balthazar. Mais effectivement, c'est vraiment une vidéo qui me plaît beaucoup. En gros, l'histoire, ce sont des enfants qui se rassemblent en communauté, justement, pour défendre une forêt parce que, je crois que c'est la mairie ou les autorités ont décidé de couper les arbres et ils ont décidé d'y vivre et d'y rester et de faire une espèce de sitting contre ces machines vraiment agressives. Et alors il y a une autre vidéo qui s'appelle Le milieu est bleu, là-bas, qui a une thématique qui s'en rapproche aussi. On est c'est aussi une communauté d'adultes cette fois-ci qui vivent de manière un peu particulière dans un théâtre. Et dans ce théâtre, dont j'ai oublié le nom aussi, la particularité, c'est d'avoir son fond de scène qui s'ouvre sur la forêt. Et donc il est vraiment connu pour ça, ce théâtre, et le film raconte ça. Et à l'instant où tu le dis, d'ailleurs, on voit c'est exactement ça qu'on voit pour le moment, c'est-à-dire que les personnages découvrent la forêt, et la forêt est vraiment le lieu du possible, du nouveau possible, de cette ouverture sur ces autres mondes qu'on peut construire. Et donc il y a cette fin du monde qui est celle-là, mais il y en a une autre. Ouais. Et donc les deux films sont vraiment à l'image de la thématique évidemment de l'expo. Millénial a une place vraiment centrale dans cette exposition, c'est peut-être même la première œuvre qu'on voit quand on arrive. Il y avait cette volonté de la rendre centrale. Oui, tout à fait, pour plusieurs raisons, évidemment parce que le film contenait l'ensemble des thématiques relevées dans l'exposition, qu'il y a cette idée d'écologie, il y a cette idée politique, il y a et ça faisait vraiment très bien le lien avec l'ensemble des œuvres qui elles prennent parfois des chemins de traverse ou d'autres axes. J'aimerais qu'on aille voir une autre œuvre aussi présente, c'est une chaise. Oui. On peut la définir comme ça? Oui, c'est une chaise. C'est une sculpture, mais c'est une chaise, en tout cas ça l'a été. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette œuvre qui peut paraître assez étonnante à première vue? Alors oui, voilà, c'est un peu étonnant. En fait, c'est une chaise qui s'appelle la chaise de Pondichéry, c'est là où elle a été trouvée, qui a été produite par Dector et Dupuis. Et en fait, il y a une histoire derrière cette chaise, c'est-à-dire que les deux artistes se sont trouvés quelque part dans le sud de la France et sont passés devant un jardin. Dans ce jardin, il y avait
une vieille chaise pourrie en plastique qui était toute cassée et qui avait vraiment cette allure-là. Mais cette chaise, l'authenticité de cette chaise qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Elle le est là. mur, hein, ici. Là, ouais. Donc c'est la chaise ici, c'est la chaise bleue. Et si on regarde, elle a été reproduite en fait à l'identique par des artisans qui ont assemblé toutes les pièces pour avoir exactement la même chose. Et en même temps, cette œuvre en fait parle un petit peu du passage du temps et de l'érosion. C'est-à-dire que les choses continuent à exister et prennent de la valeur et un autre sens avec le temps. C'est-à-dire qu'elle est passée d'une chaise qu'on ne regardait même pas dans le fond du jardin en une œuvre d'art qui se trouve dans un musée. Il y a une sorte de renaissance qui est évoquée à travers cette fin du monde, le fin de quelque chose qui renaît en autre chose. Voilà, par la vue de l'artiste. C'est-à-dire l'artiste voit ça, il met en place un cheminement et à l'arrivée de ce cheminement, on arrive à une autre fonction, un autre sens. Ça fait partie des œuvres à retrouver. Combien d'œuvres en tout dans cette exposition? On a parlé de 15 artistes. Pour combien d'œuvres? Je n'ai pas compté en fait, parce que c'est vrai, cet artiste il a 10 œuvres. Je pense qu'on doit avoir 26 ou 24 œuvres. Tu parlais tout à l'heure de ton rôle de commissaire d'exposition. Donc bien sûr, dans le choix de construire une exposition, ça passe aussi par l'aménagement de cette exposition. Comment toi, tu travailles en disant, voilà, cette chaise, on va la mettre ici, cette œuvre, on va la mettre ici, sur tel mur, etc. Comment tu travailles ça? Donc ici, moi, j'ai pas, comme je le répète ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai pas travaillé tout seul. Donc on a vraiment travaillé avec la directrice qui est venue jusqu'ici pour prendre conscience de l'espace. Et puis, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée de renouveau. Bon, on est parti vraiment de l'œuvre de June Balthazar avec Millennial. Et puis ensuite, on se dit, ah oui, l'autre film ne peut pas être vraiment très loin parce que c'est vraiment lié. Et puis ensuite, les choses se placent en fonction du sens du travail des uns des autres. Et puis, bon, par exemple, ici, il y a une autre œuvre de Mathieu Saladin que j'aime beaucoup aussi, et qui est une œuvre vraiment totalement politique. Et je trouvais que l'œuvre politique avait sa place entre les deux films qui sont écologiques, mais aussi politiques. Et ici, bon, le travail présenté ici, ce sont simplement des grandes feuilles de papier avec inscrit dessus des effacements de dettes. C'est-à-dire que c'est rangé dans l'ordre chronologique des dettes qui ont été effacées par les communautés ou par les pays au bout d'un certain temps. Là, la volonté, c'est que le spectateur, le visiteur de l'exposition prenne vraiment part à cette expo en feuilletant les pages. Oui, et ils peuvent repartir avec. D'accord. Ça fait partie de l'œuvre, c'est-à-dire que ça fait partie de ce qu'on appelle du protocole de l'œuvre. Un protocole d'œuvre, c'est-à-dire c'est la manière dont ça doit être présenté et la manière dont, des fois c'est très strict et des fois c'est plus libre. Donc c'est-à-dire que là, moi je peux prendre la première page et repartir avec. Tout à fait. La seule chose que l'artiste demande, c'est qu'on parte avec les œuvres, avec les feuilles dans l'ordre chronologique. Et dans le protocole, on nous dit que s'il n'y a plus de feuilles avant la fin de l'exposition, eh bien, ça fait partie aussi de l'œuvre. D'accord. Ah, c'est une œuvre éphémère finalement. C'est une œuvre éphémère et interactive. D'accord. On continue d'avancer? Oui. On peut aller là-bas, on n'y est pas allé. Alors là aussi, une œuvre centrale dans le sens où elle est au centre de la pièce. Oui. Le monde a la forme d'un 8 à 3 dimensions, le reste est le vide absolu. Oui. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi parce que c'est une œuvre que j'ai vraiment choisi moi tout seul pour la mettre dedans et j'ai un peu bataillé et défendu, puis finalement l'idée a été acceptée parce que ce que j'aimais bien, en fait si on regarde bien l'œuvre, ce sont des espèces de 8 posés les uns sur les autres et le 8 c'est aussi la forme de l'infini. Et je trouvais que dans cette idée de faire une exposition où il y a des mondes qui ne finissent pas et qui se suivent les uns les autres, et voilà, il y a cette idée d'infini sur laquelle je voulais insister lourdement parce que cette pièce, elle est très lourde, elle fait plusieurs centaines de kilos. C'est ça aussi le petit plaisir d'un commissaire d'exposition, c'est de faire vivre certaines de ses convictions personnelles à travers des œuvres et se battre
parce que cette œuvre te plaît personnellement, mais tu as cette conviction qu'elle peut plaire aussi à certains visiteurs qui vont venir la voir. J'ai la chance ici, en travaillant à la Maison de la Culture de Nevers, de ne présenter des expositions uniquement que je défends complètement. C'est-à-dire que tous les travaux d'artistes qui sont présents dans cette expo, mais dans toutes celles qui ont été faites aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis vraiment convaincu de ce que chaque artiste a à dire et avec cette pièce-là encore plus. Alors justement, il y a ta conviction personnelle et puis il y a aussi le travail de cette exposition. Toi, qu'est-ce qui t'a surpris en travaillant sur cette exposition? Quelle anecdote tu retiens aussi du travail que tu as pu avoir sur cette exposition? Ce qui est un peu particulier pour moi, ce qui était un peu une première, c'était de travailler avec une institution comme le FRAC et donc avec une collection large de 900 pièces, comme j'ai dit tout à l'heure. Et quand on travaille avec un FRAC, il faut savoir qu'il y a des pièces, il y a des œuvres en fait qu'on ne peut pas avoir. Il y en a que j'avais repérées et je me suis dit, ah ça j'aimerais bien, ça là elle est sortie, ça là elle est en repos, parce que par exemple il y a des photographies, une fois qu'elles sont sorties autant de temps, elles doivent être en repos autant de temps. Et donc on dit souvent non en fait. et en même temps on arrive toujours à construire quelque chose et c'est pour ça que j'avais vraiment besoin d'être soutenu par la directrice, mais et donc c'était ça qui était un peu difficile, c'est de se trouver un chemin, de rassembler des œuvres qui sont cohérentes, d'avoir un discours qui tient la route et qui m'intéresse et un discours qui intéresse aussi l'autre commissaire d'expo. Donc il y avait un espace d'entente à trouver comme ça et qui était un peu plus difficile que les autres fois. Des collaborations avec cette image ici, le Fonds régional d'art contemporain, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont amenés à revenir? Ben oui, en fait ici début de la saison prochaine, on travaille avec l'autre FRAC de notre région, c'est-à-dire qu'il y en a une à Besançon et l'autre qui se trouve à Dijon. Et avec le FRAC de Dijon, donc le FRAC de Bourgogne, on va faire une collaboration avec une troisième entité qui est l'ESAB, l'école. Ah oui, bien sûr. Et en fait, j'ai cédé ma place de commissaire d'expo aux étudiants de scénographie. Et je les ai évidemment bien encadrés. Oui. D'ailleurs, on a une réunion demain, là. C'est vraiment la fin de la préparation. Et donc, ils ont conçu une exposition basée, comme pour moi ici, sur la collection du FRAC. Donc là, il y a cette volonté de transmission aussi envers le jeune public, les jeunes étudiants, pour continuer de faire vivre et espérer faire perdurer aussi l'art à la maison. La maison scène conventionnée ici à Nevers, dans la Nièvre en général, mais peut-être même en Bourgogne. Mais moi, je suis toujours flatté quand il y a des écoles, des professeurs ou des étudiants qui viennent et qui s'intéressent vraiment à ce métier, qui est un peu particulier, qui n'est pas super répandu, même si c'est un peu à la mode, on va dire. Mais il n'y a pas 150 places partout, donc il n'y a pas beaucoup de... Donc quand je vois des jeunes qui s'intéressent à la manière de comprendre une exposition, etc., ça me touche, je trouve ça vraiment très intéressant. Et cette expo, on aura bien sûr l'occasion de venir la redécouvrir quand elle sera sortie. Et c'est quoi les dates de la prochaine expo du coup? La prochaine expo, donc cette expo-là, ça s'appellera Y a-t-il quelqu'un? Et le vernissage, c'est le 2 octobre à 18h30. On aura l'occasion bien évidemment de venir en parler. On va terminer là-dessus. Si toi, il devait y avoir une œuvre, une rencontre que tu devais retenir de cette expo, surtout une œuvre ici présente, ce serait laquelle? Ah, vous voulez la voir directement? Ah bah avec plaisir, bien sûr. On y va et on conclut là-dessus. C'est une œuvre vraiment que j'aime beaucoup parce que ici à Nevers, les gens savent que je suis commissaire d'expo, mais ils ne savent pas forcément que je suis photographe. Et donc, en tant que photographe, moi, ce qui m'intéresse et ce qui me touche vraiment en premier, c'est la photographie. Et en fait, moi, l'œuvre sur laquelle j'ai misé directement pour préparer cette expo, c'est l'œuvre de Marina Gadonex, ici. Alors, quand on voit ça, ça a l'air d'être un peu abstrait, mais j'avais vu à Arles, il y a 3 ou 4 ans d'ici, une exposition qui lui était consacrée, et c'est extrêmement impressionnant parce que c'est à partir de ce travail-là, cette photographe travaille avec des scientifiques. Ces scientifiques reproduisent en laboratoire, en studio, des conditions climatologiques
directement sur place. Donc, il crée des tonnerres, des éboulements, et Marina Godinex fait le travail photographique de ce travail scientifique. Et je trouve que là, il y a vraiment un croisement entre quelque chose d'un peu sévère et scientifique et quelque chose de très poétique finalement photographiquement. Mais c'est tout à fait d'ailleurs l'objectif de cette expo ici, c'est pas la fin du monde. Créer à partir des fois d'un chaos une œuvre d'art. Exactement, parce que finalement, une situation météorologique, c'est une forme de chaos. Hein, et donc, effectivement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment chaque œuvre est un miroir en fait de l'ensemble de l'expo. Bon, ce n'est pas la fin du monde et heureusement parce que ça nous permet de venir découvrir, il nous reste quelques jours jusqu'au 19 juillet inclus, cette exposition ici dans le hall de la maison. Merci beaucoup Christophe de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci. À bientôt. The Vox, ce média, c'est le vôtre.